Bibliothèque d'Alexandrie et surtout le CAF tient forcément que chaque année l'OIF soit ici présent pour célébrer ensemble la Journée internationale de la francophonie. Je m'excuse. J'appelle Ribio, le chef de département de culture à l'Université Senghor, pour modérer la première séance du colloque Culture et éducation. Alors, je vous prie, Ribio, de vous présenter. Et il faut dire qu'avec Ribio, on travaille... Oui, là, tes étudiants sont là. On le sent dans la salle. Très bien. Alors, j'ai vraiment le plaisir que tu sois parmi nous, surtout pour le colloque de la francophonie chaque année. Merci, Ribio, pour cette belle collaboration. Et je te passe la parole pour inviter les intervenants de ta séance. Merci beaucoup, Marwa, pour ces mots aimables. Excellences, mesdames et messieurs, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à ce premier panel dans le cadre de notre colloque vers un monde pacifique, durable et résilient. Notre colloque a 5 panels, 5 séances. La première séance, c'est éducation et culture. Nous aurons ensuite environnement, santé et sécurité alimentaire. En troisième lieu, information et médias. En quatrième position, droit et démocratie. Et enfin, économie et environnement. Donc moi, je vais assurer la modération du premier panel sur l'éducation et la culture, ou la culture et l'éducation. Ça se mélange dans tous les deux sens. Nous allons essayer d'explorer un peu la question de comment l'art, comment la culture, comment l'éducation peuvent contribuer à rendre le monde dans lequel nous vivons plus résilient, plus pacifique et plus durable. Et si vous vous souvenez bien, et si vous avez suivi l'actualité récente, il y a à Abu Dhabi 2 semaines que le cadre mondial pour l'éducation artistique et culturelle a été adopté par les ministres de la Culture et les ministres de l'Éducation de l'UNESCO, tout simplement pour démontrer de quelle manière l'éducation et la culture peuvent contribuer à un monde plus stable, un monde plus juste, puisque la création de l'UNESCO tient sur une devise selon laquelle c'est dans l'esprit des hommes que se trouvent les germes de conflits et c'est dans l'esprit des hommes qu'il faut bâtir les ponts pour la paix et la compréhension. Et c'est en Afrique qu'il y a quand même une part de concrétisation de cet objectif, de ce vœu, à travers le Forum panafricain pour la culture de la paix, co-organisé par le gouvernement d'Angola, l'Union africaine et l'UNESCO, qui est connu sous le nom de Biennale de Luanda pour la culture de la paix. Donc, cette culture de la paix ne vient pas toujours d'aujourd'hui ou ne date pas d'aujourd'hui. Cela date quand même de depuis que le monde existe, qu'il y a des conflits, on souhaite toujours qu'il y ait des moments de paix, comme l'a signalé le philosophe allemand Emmanuel Kant dans son ouvrage Vers la paix perpétuelle, une paix où ce n'est pas tout simplement l'arrêt des conflits, mais c'est une paix où les gens se comprennent et veulent vraiment vivre ensemble. Et au mois de septembre, le sommet de l'avenir des Nations Unies permettra d'aboutir à un pacte pour l'avenir qui abordera effectivement les questions de paix, de sécurité et de développement durable. Voilà, donc tout ça contribue à montrer que la culture et l'éducation sont des bras armés pour nous amener vers un monde plus pacifique, plus durable et plus résilient. Et pour aborder ces thématiques, j'ai l'honneur de recevoir 3 personnes, 3 personnalités, si je peux le dire. La première, c'est l'ambassadrice Laila Baha Eldin. Elle est la directrice exécutive de la Fondation Kemet Boutros-Ghali pour la paix et la connaissance. Madame l'ambassadrice, je vous prie de nous rejoindre à l'estrade. Bien. Et nous aurons ensuite, elle nous vient de loin, Madame Jeanne Hortas Ntsi. Elle est Senior IT Project Leader and Manager de risque et directrice du pôle formation chez Francophonie sans frontières.
Ça prouve que vous agissez sans frontières. Vous avez quitté la France pour nous rejoindre. Je vous en prie. Et en deuxième position, ce sera un monsieur. Il s'appelle Eros Yanclo. Il est étudiant. Il est étudiant au département management, dans la spécialité management de projet à l'université Senghor. Il est gestionnaire de projet et aussi écrivain, je vous dirai pourquoi. Donc, nous avons ces trois personnalités. Je vais commencer par présenter Madame l'ambassadrice pour vous donner une idée de son parcours avant qu'elle n'intervienne, pour nous faire part de ce qu'elle entend par le droit à la culture et au développement. Donc, Madame Laila Baheldine est, comme je l'ai signalé, directrice exécutive de la Fondation Kemet Boutros-Ghali pour la paix et la connaissance. Et elle a une licence et une maîtrise en études du Moyen-Orient de l'Université américaine du Caire. Et elle a travaillé aussi pour le magazine Newsweek au Caire en 1983. Et elle a ensuite effectué une brillante carrière dans la diplomatie au service de l'Égypte. Elle a travaillé au ministère des Affaires étrangères d'abord, ici au niveau du département chargé des relations avec l'Afrique, avec l'Union européenne, avec la presse et les médias, les droits de l'homme, et elle a aussi été assistante du ministre. C'est ensuite qu'elle est allée en poste à l'étranger. Donc elle a travaillé comme déléguée au siège de la Ligue arabe à Washington dans les années 2000. Elle a été ambassadrice de la République arabe d'Égypte en Roumanie et en Moldavie. Et elle a terminé sa carrière diplomatique en tant qu'ambassadrice en Thaïlande et au Cambodge, donc en Asie du Sud-Est. Voilà ce qu'il faut savoir de Madame l'ambassadrice. Voilà, vous avez prévu de nous parler du droit à la culture et au développement. Donc, avec tous les respects possibles, je vous accorde la parole. Vous avez le choix de venir ici ou de rester assis. Vous préférez? Oui, je vous invite à me joindre. Oui. Ça va être mieux. D'accord. Monsieur le directeur du secteur de l'approche culturelle, Monsieur le recteur de l'Université Senghor à Alexandrie, Madame la consul générale de France à Alexandrie, Madame la directrice du Centre d'activité francophone de la Bibliothèque alexandrine, Madame la représentante de l'Organisation internationale de la francophonie, j'ai l'honneur d'être parmi vous aujourd'hui pour représenter la Fondation Kemet Boutros-Ghali pour la paix et le savoir, fondée en 2018 par les amis, collègues et étudiants du Dr Ghali. Les activités de la Fondation se basent sur l'héritage intellectuel riche du Dr Ghali et a pour vocation de faire connaître aux jeunes générations les sujets qui lui ont été chers. Comme notre nom l'indique, répandre la connaissance et le savoir sont une part essentielle de notre mission. Et donc, de défendre le droit à l'éducation et à la culture fait partie d'une bonne majorité de nos intérêts et de nos activités. Dr Boutros-Ghali a assumé ses fonctions de secrétaire général des Nations Unies en 1992. Il a consacré ses efforts à la défense de la paix, la sécurité, la démocratie et les droits de l'homme, les considérant comme indispensables au développement durable. Pendant cette période, Dr Ghali a publié 2 très fameux ouvrages qui sont devenus incontournables parmi la littérature des Nations Unies. L'Agenda pour la paix en 1992 et l'Agenda pour le développement en 1994. Il est difficile de parler de la francophonie sans parler du rôle joué par le Dr Boutros-Ghali. Il a été le premier secrétaire général de l'OIF, à laquelle il a su donner un visage et une voix reconnus dans toutes les instances régionales et internationales. Dès son arrivée, la diversité culturelle et linguistique apparaît en évidence dans le discours officiel de l'OIF. Son objectif était de faire de la diversité culturelle et du dialogue des cultures un véritable instrument au service du règlement pacifique des conflits et de la promotion d'une culture de paix.
Aujourd'hui, je vais vous parler du droit à l'éducation et du droit à la culture comme condition essentielle pour le développement et pour atteindre des exigences du monde moderne. Ils sont essentiels pour réaliser un développement durable et offrir une vie décente pour le peuple. Le droit à l'éducation et le droit à la culture sont des sujets qui se discutent en Égypte depuis les années 30 du siècle passé, avant même la Déclaration universelle des droits de l'homme. Dr Taha Hussein est une des premières personnalités éminentes qui a amplement discuté ce sujet. Dans son fameux livre « L'avenir de la culture en Égypte », un livre très controversé depuis sa publication et qui a suscité des débats qui continuent jusqu'à nos jours. Dans son livre, Dr Taha Hussein a proposé l'idée que le droit à l'éducation et le droit à la culture jouent un rôle nécessaire et constructif dans l'édification ou la construction de la nation. Ce qui est étonnant, c'est que tous les sujets qu'il a abordés dans son ouvrage n'ont toujours pas été résolus et attirent une énorme controverse. Au premier plan de ces sujets, le droit à l'éducation gratuite, la justice sociale dans l'éducation comme indispensable à la démocratie, la volonté politique pour la réforme de l'enseignement et les programmes scolaires, l'indépendance de l'université et la liberté des recherches scientifiques parmi tant d'autres. Ils sont tous des sujets très importants et vitaux qui demandent une volonté politique lucide, convaincue de l'importance de l'éducation et de la culture pour améliorer le bien-être du peuple afin de réaliser ses droits à un développement durable. Généralement, le sujet des droits de l'homme, et particulièrement le droit à la culture, engage un débat important. Il y a ceux qui acceptent l'universalité du concept avec le respect des particularités culturelles. D'autres refusent l'universalité des droits et les considèrent des normes ou idées occidentales. Je voudrais clarifier ici que les droits de l'homme ne sont pas une invention occidentale, mais le résultat d'un amalgame d'expériences de diverses cultures et de longues négociations entre les pays différents. L'Égypte a participé à la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948, considérée comme le document phare des droits humains. L'Égypte a aussi participé à la rédaction d'autres documents importants dans le domaine du droit de l'homme et adhère à leurs principes, comme le Pacte international relatif aux droits politiques et civils et le Pacte international pour les droits économiques, sociaux et culturels. La division des droits de l'homme en différentes catégories civiles, politiques, économiques, sociales et culturelles n'implique pas qu'une catégorie soit plus importante qu'une autre. Il est stipulé dans le préambule des deux pactes que tous les droits de l'homme sont reliés entre eux, indivisibles, interdépendants et d'égale importance. Cependant, les catégories n'ont pas évolué à vitesse égale. Une des raisons de ce sous-développement dont souffrent les droits culturels s'explique par le flou qui entoure le terme culturel. En effet, le mot culture peut en renvoyer à diverses réalités, allant des productions culturelles, comme les arts et la littérature, au processus culturel ou encore à la culture désignant un mode de vie dans lequel le langage, la religion ou l'éducation jouent un rôle important. Dès lors, la culture n'est plus considérée comme un simple produit de consommation. En ce sens, l'application des droits culturels passe par la protection de la créativité, de la propriété intellectuelle, de la liberté artistique et intellectuelle, du droit à l'éducation et à l'expression, le droit de protéger des produits culturels et la culture en général, ce qui inclut l'identité. C'est important de clarifier que souvent les droits culturels se confondent avec d'autres catégories, telles que les droits civils, politiques, sociaux et économiques, quand ils ont une relation avec la culture. Cependant, il s'agit spécifiquement ici du droit de l'autodétermination, à la liberté d'expression, à la liberté d'association et du droit à l'éducation. En somme, les droits culturels ne sont plus simplement des droits qui feraient mention d'une référence explicite à la culture, mais des droits qui englobent d'autres droits de l'homme. Outre des résolutions et traités des Nations Unies, l'Égypte adhère à d'autres instances ou organisations internationales dont elle est membre comme l'UNESCO, l'Organisation internationale du travail, l'Union africaine, la Ligue arabe et l'Organisation internationale de la francophonie, qui contiennent dans leur charte le concept du droit à la culture.
Après toutes ces définitions, où sommes-nous de ces droits? Est-ce que nous avons une vision claire de l'avenir dans un monde qui change? Il y a plein de questions. Le problème de reconnaître l'identité culturelle de l'Égypte, le problème de l'héritage culturel, est-il considéré comme sacré ou peut-il être critiqué? Beaucoup de questions difficiles sur lesquelles malheureusement il n'y a pas d'accord. Tout cela nous ramène à l'éducation et à d'autres questions. Est-ce que notre éducation contribue à l'établissement et la protection de la démocratie? Est-ce que nous avons une égalité sociale dans notre système d'éducation? Est-ce que nos universités jouissent d'une vraie indépendance? Est-ce que nous respectons la liberté des recherches scientifiques? Est-ce que nous dépensons suffisamment sur l'éducation et les recherches scientifiques? Finalement, est-ce que l'État joue un rôle suffisant pour aider l'éducation et la culture? Est-ce que les ministères des Cultures et de l'Éducation font assez? Je m'excuse de toutes ces questions. Où sommes-nous du défi de la révolution de la communication d'information et la digitalisation qui ont clairement affecté la culture et les productions culturelles, et en tout ce qui concerne l'éducation? Des questions difficiles auxquelles il faut trouver des réponses. Pour conclure, je dois dire qu'en parlant de toutes sortes de droits de l'homme, qu'ils soient politiques, économiques ou culturels, on ne peut pas ignorer toutes les violations commises par Israël contre le peuple palestinien et qu'on voit chaque jour à la télévision. Le fait que nous parlons des droits à la culture et à l'éducation, nous devons prendre en compte la destruction systématique des institutions culturelles et éducatives dans les territoires palestiniens occupés par les forces israéliennes pendant des années et qui ont augmenté d'ampleur dans les mois passés à Gaza. On a vu la destruction totale des écoles, des universités, des mosquées et des églises devant le silence scandaleux des gouvernements qui, pour longtemps, ont prétendu défendre les droits de l'homme et protéger les libertés culturelles et religieuses. On doit se rappeler que le peuple palestinien a un héritage culturel riche et qu'il a tout le droit de le protéger et de protéger son identité, sa culture et son droit à l'autodétermination. J'espère que l'organisation de la francophonie, armée de ses objectifs nobles dans le domaine de la protection de la diversité culturelle, de la paix, des droits de l'homme, joue un rôle plus important en réclamant les droits légaux du peuple palestinien qui souffre depuis 75 ans et qui subit aujourd'hui la plus dure violation des droits humains, y compris le droit à la vie, depuis la Seconde Guerre mondiale. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice, pour votre intervention. Et ça a été vraiment intéressant de pouvoir situer le cadre en indiquant que le droit à la culture fait partie des droits de l'homme. Ça, c'est vraiment très important pour que tout le monde s'y situe. Et en même temps, vous avez eu le courage et l'audace de pouvoir questionner l'universalisme de droits de l'homme. Et évidemment, en matière de droits de la culture, vous avez évoqué la question de la liberté artistique, liberté d'expression, mais en même temps aussi la protection des sites culturels qui font l'objet des dégâts suite à des conflits un peu à travers le monde, et que quand des sites sont détruits, cela porte atteinte au droit des populations d'accéder à la culture, à des lieux culturels. Je vous remercie pour votre intervention qui a été courtée dans le temps. Nous allons évoluer avec une deuxième intervenante, elle qui a plus de 20 ans d'expérience dans le domaine des banques et assurances en tant qu'ingénieur système et réseau. Elle a été aussi senior IT directeur des projets et management de risque. Elle est spécialiste en montage des partenariats des projets spéciaux. Elle est formée en ingénierie informatique, en big data, en intelligence artificielle chez Central Supélec et à la data science à Polytechnique Paris, à la stratégie au leadership. Donc, ses compétences aussi autour banque, assurance, réseau et aussi gestion de projets. Donc, depuis 2023, elle est administratrice et directrice au pôle formation de l'OING, Francophonie sans frontières. Je pense que les étudiants de l'Université Senghor connaissent très bien. Donc, Francophonie sans frontières a un ancrage et un rayonnement sur les 5 continents afin de créer des liens durables
pour la francophonie et œuvrer pour une société civile interculturelle soudée, solidaire et inclusive. Donc, il s'agit de Madame Jeanne-Hortense Ntsi, que j'invite à prendre la parole pour évoquer, qui va intervenir sur le thème « Éclat d'harmonie, chemin partagé vers une francophonie pacifique, résiliente et durable ». Merci. Merci infiniment. Avant de démarrer cette présentation, déjà merci aux modérateurs pour cette présentation excellente. Et je voulais déjà remercier pour leur présence encore là à cet instant de Madame la Consul, Madame la Directrice de l'OIF, Madame la Directrice de la CAF, Monsieur Verdel et tous les illustres qui sont là aujourd'hui et puis vous qui nous écoutez. En tout cas, moi je suis ravie de partager aujourd'hui cette session avec des experts francophones. Alors, en guise d'introduction, je voudrais déjà, en tout cas, partir d'une citation, déjà pour appuyer la présentation, de dire que moi, je suis très engagée pour tout ce qui est mixité, parce que je crois fermement que la mixité dans les équipes, dans les organisations, c'est un gage de performance, c'est un gage de bien-être. Et donc, c'est l'un de mes engagements. Et bien entendu, je suis aussi engagée auprès de Francophonie sans frontières sur le projet Horizon 2030. On va en reparler, qui, à notre niveau, en tout cas, c'est une organisation qui essaye à son niveau d'accompagner l'atteinte des objectifs de développement durable. Voilà, en guise d'introduction, j'aimerais commencer avec quelques points déjà avec cette citation de Boutros-Ghali qui dit « Je pense qu'il nous faudra du temps pour trouver une solution au problème, nous devons avoir de la patience ». J'attire, en tout cas, moi, ça me permet de démarrer sur une note plutôt positive et de dire que, bien entendu, les conflits, les problèmes que nous avons aujourd'hui, en tout cas de notre époque, vont demander du temps, vont demander de la patience. Et ce thème que nous abordons, en tout cas du colloque, est là aussi pour révéler l'urgence de la situation et l'importance d'en parler aujourd'hui d'un monde pour aller vers un monde pacifique, vers un monde résilient et un monde durable. Donc, rien que pour citer, ça a déjà été dit, les choses qui font des données qui nous font dire aujourd'hui que c'est le moment, on n'a pas le choix, il faut y avancer. Quand on regarde par exemple ce que nous dit en termes de, si on regarde l'insécurité alimentaire, la FAO nous dit que c'est à peu près 700 millions de personnes qui souffrent de la famine. On se dit qu'il y a vraiment urgence à faire quelque chose. Et si je prends aussi un autre cas où on parle à ce moment-là un peu du climat et également des déplacements des populations, on voit aussi que quelque part, on dit qu'il y a 22 millions de personnes qui sont déplacées chaque année en raison des changements climatiques. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça peut être aujourd'hui. Dernière chose aussi, toujours en termes de dire les conflits, et également on a déjà parlé des conflits, on voit aussi que quelque part, le Haut Commissariat des Nations Unies parle aussi à son tour de presque 80 millions de personnes qui sont déplacées pour des raisons de conflit. Vous voyez, en fait, on est vraiment dans l'urgence absolue. Quand j'ai dit ça, bien entendu, je veux aussi attirer l'attention de dire d'un côté, on a aussi ces objectifs de développement durable qui sont en quelque sorte à l'échelle mondiale un vrai appel à l'action. Et c'est ce vers quoi, en fait, je veux mettre le focus aujourd'hui. Maintenant que j'ai parlé d'OCDE, j'ai fait un peu un constat qui est largement partagé par beaucoup d'entre vous. Je vais maintenant aborder, en guise d'introduction, j'ai choisi de parler d'un projet très ambitieux qui est la Grande Muraille Verte. En tout cas, vous devez vous poser la question, quel rapport entre le thème du colloque et la Grande Muraille Verte et pourquoi ce projet ? Moi, j'ai choisi de parler de ce projet parce que pour moi, ce projet qui a été lancé en 2007 par l'Union africaine est un projet qui incarne les principes, à mon sens, les principes de paix, les principes de résilience et de durabilité associés à l'éducation, à la formation, à la culture. En d'autres termes,
ce projet est très important pour nous aujourd'hui et c'est la raison pour laquelle, en tout cas, je souhaite partager avec vous le temps qu'on est là aujourd'hui. Mon objectif est de vous montrer en quoi ce projet incarne la paix, la résilience et la durabilité. Et ceci, je vais le faire, bien sûr, en 3 points. Je dirais en 3 points. Donc, ce sera les chemins partagés vers la paix, l'énergie de la résilience, et je vous parlerai de l'exemple d'une jeune femme, et la beauté de la durabilité en francophonie et le pacte avec l'avenir. Donc, ce sera le projet Horizon 2030 porté par Francophonie sans frontières. Alors, vous vous posez peut-être, je veux juste poser la question, est-ce qu'il y a des personnes qui connaissent la Grande Muraille Verte? Alors, je vois qu'il y a des mains par là, il y a des mains par là. En tout cas, merci pour votre réponse. Je vous propose de visualiser ensemble, si possible, une vidéo, une très très courte vidéo qui sera pédagogique, ludique, parce qu'elle parle surtout aux enfants, mais elle sera aussi là pour parler aux grands enfants que nous sommes, pour nous donner un premier aperçu de ce que c'est que la Grande Muraille Verte. Alors, je vous laisse regarder la petite vidéo. À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui, lui? Un jour, une question. C'est quoi la Grande Muraille Verte d'Afrique? C'est un projet de barrière végétale de plus de 7000 km de long et de 15 km de large. Elle doit traverser 11 États d'Afrique d'ouest en est, du Sénégal jusqu'à Djibouti. Cette ceinture verte longe le désert du Sahara, car elle a pour but de freiner son avancée. En effet, chaque année, le désert gagne du terrain et détruit 2 millions d'hectares de savanes et de forêts. Ça veut dire qu'on construit un mur pour stopper ce désert africain? Non, car la muraille verte est surtout un symbole, fait de forêts, et de champs. Au Sénégal, qui a les plantations les plus avancées, les résultats sont déjà très satisfaisants. On y a planté des arbres résistants comme l'acacia ou le dattier, dont la sève et les feuilles sont aussi utilisées pour fabriquer des médicaments et des cosmétiques. C'est donc également bénéfique pour l'économie du pays et ça crée des emplois. Aujourd'hui, la barrière végétale n'existe que sur 15% des 11 États concernés. Débuté en 2008, ce projet est plein d'espoir pour l'Afrique, mais très long à mettre en place. Sans compter que certains pays, comme le Mali ou le Soudan, n'ont pas commencé le reboisement, car ils sont en guerre. Pourtant, ce projet se concrétise chaque jour un peu plus, et d'ici 2030, il vise à restaurer 100 millions d'hectares de forêt. Tu te poses des questions? Envoie-les-nous, et nous, on y répond. Voilà ce que je voulais vous présenter. Désolée pour les experts, mais je pense que cette vidéo avait tout son sens pour les personnes qui ne connaissaient pas ou connaissaient très peu la Grande Muraille Verte. Alors, nous allons poursuivre la présentation avec donc... alors, si vous posez la question de se dire, mais en quoi réellement ce projet sert la paix, je dirais, vous avez vu en fait comme on a dit, il y a beaucoup de choses qui sont en termes de création d'emplois, il y a la création d'emplois, il y a cette végétation qu'on veut mettre en place entre Djibouti et entre Dakar et Djibouti. Donc ce sont vraiment des choses qui nous parlent aujourd'hui. Moi, je ne sais pas en ce qui vous concerne. Si je regarde, alors je vais prendre... J'ai entendu Madame Marois dire que j'ai bien aimé la paix comme fondement du bien-être et du développement harmonieux. Alors, je vais vous montrer, en fait, je vais essayer de partager avec vous en quoi ce projet sert la paix en partant de 2 niveaux. Au niveau des pays, on voit qu'en fait, c'est un projet qui concerne 11 pays en Afrique. Et donc, un tel projet, ça demande de la collaboration, ça demande du dialogue, ça demande qu'on se parle. Donc, quelque part, en tout cas, que tous les acteurs se parlent, l'État, le monde privé, en tout cas le monde rural, la société civile, en tout cas que tous se parlent. Donc, quelque part, on se parle à l'intérieur et à l'extérieur des pays, et quelque part, c'est une diversité culturelle qui fait qu'aujourd'hui, on se dit, mais quand on se parle, bien sûr, c'est une richesse,
et ça pose les bases d'une compréhension mutuelle et ça pose les bases de la culture de la cohésion. D'où ce terme, en fait, de dire en quoi ce projet nous sert la paix. C'est parce qu'il permet déjà au peuple de parler, de communiquer entre eux. Et autre chose aussi en termes de droits humains, là où je veux aussi attirer l'attention, c'est aussi le fait que les populations locales sont en tout cas engagées également, sont aussi impliquées dans la construction de la paix. Et la création d'emplois également apporte la stabilité dans cette région. Et quand ça apporte la stabilité, forcément, à terme, ce sont des populations, à terme, qui ne vont plus se déplacer quand le problème sera de plus en plus résolu. Donc ça, c'est le premier niveau. Et le deuxième niveau, je veux aussi dire que ce projet apporte quelque part, apporte également une paix environnementale. Une paix environnementale, ça apporte une paix environnementale dans la mesure où on voit que par rapport à ce projet, les conflits qui naissent par rapport aux ressources naturelles, ces conflits sont résolus. Je vais prendre un exemple des agriculteurs qui travaillent en bonne intelligence avec des éleveurs et quelque part, pour moi, c'est un progrès. Donc, tout ça pour dire que ce projet, véritablement, travaille pour la paix à plusieurs niveaux. Maintenant, j'ai un sondage, en tout cas, à vous proposer. Ce sera de voir, en tout cas, on a vu qu'en fait, le projet traverse 11 pays en Afrique. J'ai un petit sondage à vous proposer. Parmi ces 11 pays, lesquels sont, selon vous, qui sont des pays ou des États membres de la francophonie? Sur les 11. Qui veut bien partager sa réponse? Il y a une réponse par là? 3 pays. D'accord. En tout cas, vous avez tous la bonne réponse, on va dire. Il y a 7 pays sur 11 qui font partie de la francophonie. Et c'est ce qui m'a permis de dire, en tout cas, nous sommes 7 pays sur 11. On est vraiment dans un éclat d'harmonie francophone. Quelque part, il y a des tensions, mais on est quand même sur un éclat d'harmonie francophone. Et je vais terminer, en tout cas, cette partie sur la paix, la Grande Muraille Verte et son action pour la paix, par cette citation de Kofi Annan que je trouve vraiment d'actualité. Il n'y a pas de progrès, comme il dit, sans progrès, il n'y a pas de paix possible, et sans paix, il n'y a pas de progrès possible. Maintenant, je vais passer à la deuxième partie, qui est la résilience. Et avant de vous parler de la résilience, en fait, c'est vraiment pour vous montrer, partager avec vous en quoi ce projet contribue à la résilience. Ça passe, en tout cas, comment ça se fait, en tout cas, dans ce projet. Là où je veux attirer votre attention, c'est qu'il y a l'éducation, il y a la formation des populations rurales pour des moyens de subsistance durables. C'est aussi, ça passe par des actions de sensibilisation à la gestion des risques. Ça passe également à l'adaptation des collectivités, des communes locales. Et je dirais enfin, il y a aussi la diversification des activités économiques qui créent des filets de sécurité. Maintenant, je vais passer au témoignage de cette dame que je trouve hyper intéressant pour parler de la résilience des communautés. Imaginez-vous, en fait, pour vous donner le contexte, dans ce témoignage que je vais apporter, sachez qu'il y a environ 60 à 80% de la population du Sahel qui vit de la pêche, de l'agriculture et de l'élevage. Et maintenant, je vais vous parler du témoignage de cette jeune femme âgée de 25 ans, mère de 3 enfants, mariée, et qui vit dans un petit village de Guidan-Rana au Niger. Vous pouvez vous imaginer, ceux qui connaissent un peu les villages, c'est une grande famille avec des cousins, des cousines, des oncles, des tantes. En tout cas, c'est une personne qui
vous allez voir comment cette personne a pu s'en sortir grâce à la formation et à l'éducation. Donc, c'est une personne, comme tout parent, qui a, bien entendu, également l'envie de voir ses enfants réussir. Elle en a 3. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Donc, il y a des défis à relever, et cette dame, elle s'est levée dans le courage de la résilience, en tout cas de l'énergie de la résilience. Elle s'est battue et elle s'est servie d'un projet qui a été financé par un bailleur de fonds qui est la Banque mondiale, un projet qui s'adressait aux jeunes et aux femmes. Elle s'est levée, elle s'est formée, et ceci a transformé sa vie. Elle est donc partie à faire des petites activités en vendant des petits encas. Allez, on va dire que ce sont des boules de mil qui sont très populaires au Niger. Et en même temps, c'est une personne qui est partie à se dire qu'est-ce que je peux faire pour en faire en sorte que le futur de mes enfants soit différent. Elle a diversifié ses activités. On voit qu'elle est partie de confectionner, en tout cas du côté alimentaire. Elle est partie aussi, elle a diversifié en faisant du maraîchage, en faisant de l'engraissement des chèvres, ce qu'on voit à l'image. Donc c'est vraiment une personne, comment sa vie a changé. C'est par la formation, et c'est là où je veux terminer sur ce témoignage, c'est par la formation et l'éducation. Elle s'est formée grâce à ce projet, et ceci a transformé sa vie. Je veux juste que vous réalisez un seul instant le poids, en tout cas l'impact que peut avoir la formation et l'éducation dans la vie des gens, dans la vie des populations rurales, pour les transformer, et de dire qu'il y a de l'espoir. Cette femme, au lieu de partir vers, en tout cas à cause des conditions climatiques qui ont fait que beaucoup de jeunes de ce village émigrent vers ou le Nigeria ou la Côte d'Ivoire ou en Occident, et vous connaissez les drames auxquels on a assisté ces derniers temps, cette jeune femme de 25 ans a choisi de rester dans son pays. Elle a choisi de se saisir de ce qu'on lui a apporté en matière d'éducation pour transformer sa vie avec, bien sûr, le futur qu'elle veut pour ses enfants, qui est celui-ci de dire ils vont faire des études et ils vont pouvoir aider leur communauté à vivre, en tout cas, ces changements, mais de bonne façon. Donc voilà ce que je voulais montrer sur la Grande Muraille Verte et ce que ça peut apporter comme résilience qui passe par l'éducation, qui passe par la formation, comme ça vient de se voir avec cette dame. Je vais aller sur le dernier point qui est la durabilité. La durabilité, on se pose la question, que fait la Grande Muraille Verte en termes de durabilité? Je dirais qu'en fait, là, j'ai parlé de l'éducation à la responsabilité envers les ressources naturelles. C'est aussi de gérer durablement les ressources. C'est aussi d'assurer la sécurité alimentaire par des pratiques agricoles durables pour avoir une sécurité alimentaire dans les zones où la désertification fait rage. Que dire en fait? Je ne parlerai pas de la francophonie qui est là, mais c'était juste pour faire un clin d'œil de dire que le focus en francophonie, la francophonie apporte des appuis financiers, des appuis techniques et scientifiques dans les zones où le désert gagne de plus en plus du terrain. Maintenant, je vais finir ma présentation sur le projet Horizon 2030 qui est porté par mon association Francophonie sans frontières. Pourquoi je prends ce projet-là? Parce qu'en fait, ce projet est important pour nous parce que, par exemple, en fait, il cible en 2025 la Grande Muraille Verte. Et l'idée, ce sera de travailler avec les populations qui sont à Saint-Louis, des populations notamment rurales, mais encore plus, ce sera de faire des partenariats. Et d'ailleurs, je vous invite à dire que nous sommes ouverts aux partenariats pour aller travailler avec des populations également pour faire en sorte que là où les populations sont impactées par la Grande Muraille Verte, qu'on puisse leur apporter l'expertise, qu'on puisse leur apporter, bien entendu, un accompagnement, et notamment, j'insiste, pour les femmes, pour les jeunes, et pour que ces populations puissent vivre décemment. Pourquoi j'ai parlé de ce projet? Parce qu'il nous permet à nous, au sein de notre association, au moins d'atteindre 3 objectifs de développement durable. Le premier qui est sur mettre fin à la pauvreté.
le quatrième qui est sur avoir une éducation de qualité. Là, nous visons bien sûr la culture, l'éducation des jeunes et des femmes. Et le numéro 13 qui est de mettre en place des mesures pour la lutte contre les changements climatiques. Donc je voulais dire que bien sûr ce projet aujourd'hui a aussi des critiques. Par exemple, qu'il y a un manque de moyens financiers. Il y a un manque de dire aussi qu'en fait, le type d'activité qui est l'agriculture et l'élevage font pas toujours bon ménage. Je veux dire, bien sûr, il y a toutes ces critiques, mais c'est un projet qui est prometteur, c'est un projet qui est porteur de résilience, c'est un projet qui est porteur de paix, c'est un projet qui est porteur de durabilité. Et je suis vraiment, j'espère qu'en fait, par la petite vidéo qu'on a vue, que vous avez réalisé que c'est un projet qui est vital pour des populations, c'est un projet qui est vital pour une région, c'est un projet qui est vital pour le continent. Et moi, je rêve qu'aujourd'hui, là où ces populations-là partent, je rêve qu'en 2030, d'ici 2030, que ce soit d'autres populations qui aillent vers ces régions parce que il y aura des opportunités aussi dans ces régions-là. Donc, vraiment, je vous invite j'aimerais finir sur cette citation de l'ancienne première ministre de Norvège, Erna Solberg, qui a dit quelque chose, je prendrai que la dernière partie, qui nous incite à la collaboration, qui nous incite à intensifier nos efforts et de nous engager à mieux nous relever de toutes les crises. Et les changements climatiques sont une crise qui est là pour nous, et pour la Grande Muraille Verte, c'est une crise énorme. Et aussi en nous inspirant des objectifs de développement durable. J'ai juste une question, une dernière, vraiment ce sera la dernière question. Je demande à chacun de vous de demander, en tout cas à gauche ou à droite, à son voisin, quel rôle est-ce que lui demander, est-ce qu'ils sont prêts aujourd'hui, ensemble, collectivement, à construire un monde qui soit pacifique, qui soit résilient et durable. Je vous laisse 30 secondes pour demander à chacun, à côté, à gauche ou à droite, vous faites comme vous voulez, si vous êtes prêts à participer à cette action. Je vois que tout le monde joue le jeu, tout le monde est prêt, donc je n'ai plus de soucis à me faire, nous allons tous nous retrousser les manches et continuer à travailler pour ce paix, pour le monde durable, pour le monde pacifique et pour le monde résilient. Merci d'avoir joué le jeu. Merci Madame Tsi pour votre présentation et pour cet exercice intéressant qui permet à la salle de pouvoir dialoguer, discuter, de se remettre en condition. En tout cas, nous savons l'existence de la Grande Muraille de Chine. Maintenant, nous savons qu'il y a la Grande Muraille verte qui a été le pivot de votre intervention. Donc, la Grande Muraille verte vers un monde pacifique, donc à travers le reboisement ou la construction de, disons, le fait de planter des arbres le long de la ceinture allant du Sénégal à Djibouti, c'est un moyen de créer un climat de collaboration, un climat de paix, d'entente pacifique entre les pays, entre les voisins qui ne sont pas toujours en tout temps en bonne intelligence. La Grande Muraille verte vers un monde résilient. Vous avez donné l'exemple de Mina, cette dame qui, grâce à l'éducation, elle a pu trouver des moyens pour s'occuper de sa famille. Elle a fait preuve de résilience. Et la Grande Muraille verte vers un monde durable avec des pratiques agricoles durables qui permettent d'assurer la sécurité alimentaire, qui est d'ailleurs le thème du panel suivant. Et vous avez donné l'exemple d'Horizon 2030, qui est le projet porté par l'ONG internationale Francophonie sans frontières, un peu pour donner un exemple concret de l'application de ce que la Grande Muraille verte peut apporter. Merci beaucoup pour votre intervention. Maintenant, nous allons avancer un peu vers des personnes qu'on oublie, des personnes qui sont à l'écart dans nos sociétés, les personnes auxquelles nous ne faisons pas beaucoup attention. Et je pense qu'il y a une personne qui, peut-être légitimement, pourrait parler au nom de cette personne-là. Et cette personne-là, c'est la personne de Yanklo Eros, que j'invite à nous rejoindre.
Vous comprendrez pourquoi j'ai dit cette personne-là, parce que Eros Yanclo est évidemment étudiant en management de projet à l'Université Senghor. Il est déjà, parce que vous savez, à l'Université Senghor, déjà professionnel avant de venir étudier. Donc c'est un professionnel de la gestion de projet, il est écrivain. Il s'est très tôt familiarisé à la réalité du développement social et communautaire. Il a porté plusieurs projets de développement avec une prédilection pour des couches défavorisées. Ces différents parcours professionnels dans diverses localités du Bénin le définissent comme un acteur social qui prône activement les changements socio-communautaires. Et il est écrivain, il est auteur de plusieurs publications, plusieurs écrits et essais littéraires. Nous avons Les Enfants de la rue, vous comprendrez pourquoi ce sont des personnes que l'on oublie. En 2018, nous avons Un rêve mal né. Nous avons Les Tontinières, les tontines. Nous avons Au nom du Père. Je croyais que ça continuait Au nom du Fils, mais je crois que ça limite Au nom du Père. Et nous avons La complète des Sébiles. Je pense que nous étions tous présents hier à l'Institut français d'Alexandrie pour participer au vernissage, à la présentation de ce roman qui parle des enfants talibés, des enfants que nous oublions, les enfants à qui nous n'apportons pas toute l'attention et toute l'affection nécessaire. C'est pour cette raison que M. Eros Yanclo va aborder le thème « Éduquer pour libérer, cultiver l'espoir au sein des couches défavorisées ». M. Eros Yanclo, à vous la parole. Merci, monsieur le modérateur. Chers invités, chères personnalités en vos rangs, grades, titres distingués, je vous salue. Je suis heureux aujourd'hui de partager ce moment avec vous. Ça me tient à cœur quand j'ai reçu l'invitation de participer à ce colloque. Je me suis demandé comment je vais faire pour passer un message des couches défavorisées dans un contexte où il faut aller vers un monde pacifique, durable et résilient. Alors je me suis penché vers le thème « Éduquer pour libérer », parce que je pense que les couches défavorisées, elles sont nombreuses, on pourrait les identifier chacun de nous, mais je pense que ces couches-là, elles sont dans une situation quand même d'aliénation où la culture et l'éducation, pour moi, sont des âmes essentielles qui pourront contribuer davantage à les libérer. J'ai donc intitulé mon panel « Éduquer pour libérer, cultiver l'espoir au sein des couches défavorisées ». Ce thème est peut-être intrinsèquement lié à ma personne, parce qu'en 2018, j'ai eu à faire une rencontre improbable des enfants de la rue dans les ghettos du marché d'Antokpa, un marché à ciel ouvert à Cotonou, où ces enfants étaient en quelque sorte marginalisés. On ne pouvait pas aller vers eux. Et l'éducateur que j'étais dans la période, c'était nous qui recevons les cours qu'il fallait, parce que ces enfants étaient un peu agressifs, plus ou moins, et il fallait trouver la formule qu'il faut pour les aborder. Et quand même, nous avons eu de très belles expériences où certains de ces enfants sont allés, grâce à l'éducation, même s'ils n'étaient pas dans un contexte formel, ils ont eu accès à des éducations, à un type d'éducation que je vais partager tout à l'heure. J'ai donc décidé, en premier lieu, de partager avec nous un état des lieux du contexte des couches défavorisées et de chercher à faire un lien entre la culture, l'éducation au sein de ces couches défavorisées et de finir peut-être par quelques pistes d'engagement individuel et collectif. Alors, j'entends personnellement par couches défavorisées, j'ai pris trois types de couches qui me tiennent personnellement à cœur, qui sont un combat que je mène personnellement. Les enfants non scolarisés et ou déscolarisés, nous savons, dans le monde entier, il y a la récente enquête, la toute dernière de l'UNICEF sur la situation de scolarisation des enfants au monde, 16% des enfants et des jeunes ne sont pas scolarisés. Et parmi ce lot, il y a une proportion de 48% qui sont des filles et des femmes. Et 30% des enfants non scolarisés sont en Afrique subsaharienne. Et la deuxième catégorie qui me touche personnellement, c'est celle des enfants de la rue ou des enfants en situation de mendicité. En 2018, au sorti de cette expérience que je narrais tout à l'heure, j'ai écrit l'essai « Les enfants de la rue, une génération en péril » pour pouvoir en quelque sorte manifester leurs ressentis. Et en termes de statistiques, 120 millions d'enfants dans les rues du monde entier, selon une enquête récente menée par l'ONG Humanium. Et nous connaissons également le cas des enfants talibés, les enfants impliqués dans la mendicité, qui sont des enfants qui n'ont pas du tout accès à l'éducation. J'ai essayé de prendre 3 mots essentiels pour moi, ou 3 groupes de mots, qui expriment que ces enfants sont dans une situation d'aliénation. Premièrement, ces enfants n'ont pas le b.a.-ba ou les b.a.-ba de l'éducation.
ils sont carrément dans cette précarité éducative qui ne leur donne pas l'opportunité d'aller vers l'éducation. Également, ces enfants sont dans une extrême vulnérabilité. Et la troisième catégorie dont je parlais, ce sont les déplacés de guerre, les réfugiés, les migrants et les sans-abri. Ils sont environ 110 millions de personnes dans le monde, selon les dernières statistiques du Haut Commissariat pour les réfugiés. Alors, je me suis demandé comment est-ce qu'on pourrait faire un lien entre culture et éducation au sein des couches défavorisées. D'abord, je me suis dit, et c'est le combat que je mène, être issu d'une couche défavorisée ne devrait pas être un frein ou bien sa situation socio-culturelle ne devait pas être une difficulté ou bien un désavantage pour aller vers l'éducation. Pour moi, au contraire, quelle que soit la situation de ces groupes sociaux, on devrait pouvoir trouver la formule pour pouvoir les amener vers l'éducation. Et je m'appuie également sur la déclaration finale de la Conférence mondiale de l'UNESCO sur les politiques culturelles et le développement durable, qui dit en son point 13, qui manifeste l'importance de renforcer les synergies entre la culture et l'éducation en reconnaissant l'impératif d'une éducation adaptée au contexte. Alors moi, je me suis dit, premièrement, la diversité culturelle de ces couches-là, au lieu d'être, est peut-être une force pour ces couches-là, parce qu'on ressent l'exemple des enfants de la rue, quand ils sont dans la rue, avec leurs parents, ils ont un langage, un argot qui leur est familier, ils ont des habitudes, ils ont quelques liminaires de la communication qui ne sont pas forcément acceptés par tous. Mais je pense que cela devait être une force pour leur groupe social. En termes d'impact de la culture sur l'estime de soi et la motivation éducative, je pense que ces couches défavorisées, quelle que soit leur catégorie, sont dans une situation de force où, si on les motive davantage, si on partage avec on renforce l'estime de soi auprès de ces couches-là, on pourrait davantage les conduire à une meilleure éducation. Et j'estime personnellement que l'éducation, c'est un levier d'autonomisation et un outil d'émancipation. Dans ces contextes, si les couches défavorisées, quelle que soit leur catégorie, ont accès à un tout petit avantage d'éducation, ils pourraient davantage contribuer à dépasser leur situation. Je finis par proposer quelques pistes d'engagement individuel et collectif, puisque nous sommes dans un contexte où nous tous, nous devons davantage réfléchir à la question de ces couches qui sont marginalisées. Comment on pourrait associer ceux-ci à ce monde pacifique, résilient et durable auquel nous allons? Je parle d'abord des programmes éducatifs qui intègrent la culture locale. Il y a des exemples d'écoles communautaires, de classes culturelles. Dans mon pays, le Bénin, par exemple, il y a des classes culturelles offertes à des personnes qui ne sont pas en situation d'école formelle, qui peuvent avoir accès à ces classes culturelles. Je propose, par exemple, des événements culturels en milieu éducatif, des formations des enseignants pour un mentorat culturel. La deuxième piste que je propose, c'est l'implication des familles et des communautés dans le processus éducatif. Je pense que ces couches qui sont dans des situations difficiles, si on leur accorde déjà à leurs parents un certain mentorat familial, qu'on essaie de contribuer à travers des ateliers éducatifs communautaires, des groupes de discussion sur la culture et l'éducation, des projets artistiques, pourquoi pas, et des écoles communautaires avec ces couches-là, ils pourront davantage renforcer leur estime et aller vers un désir d'éducation. Et ma troisième proposition va à l'endroit des autorités, des politiques, des infrastructures et une action politique qui pourrait contribuer à l'amélioration de l'accès à l'éducation. Dans de nombreux pays africains, il y a ce qu'on appelle les repas scolaires où on distribue des repas à ceux qui n'ont pas les moyens. Également, des bourses d'études et des subventions pour permettre l'accès à l'éducation à ceux qui n'ont pas accès. Et par exemple, la gratuité de l'enseignement primaire aux filles que nous connaissons. Ça pourrait être davantage des éléments qui puissent contribuer à l'éducation de ces couches défavorisées. Et pour finir, travailler sur des projets collaboratifs entre les institutions éducatives et les communautés culturelles. Il y a par exemple au Bénin ce qu'on appelle les programmes de cours accélérés, qui sont des programmes offerts aux enfants dans la rue, où on leur permet de passer le certificat d'études primaires dans la rue. Ils ont accès à 3 niveaux de classe où dans la rue, ils peuvent participer déjà à l'examen du certificat primaire. Donc pourquoi pas des programmes comme ça? Pourquoi pas des classes itinérantes pour des personnes en situation difficile? Pourquoi pas également des séances d'alphabétisation d'adultes ou même des séances de formation dans des camps de réfugiés. Je conclus ma présentation en invitant chacun de nous, quelle que soit notre position,
à créer un environnement qui est propice à l'épanouissement des talents. Chacun de nous, nous avons cette possibilité, quelle que soit notre position, de pouvoir contribuer véritablement à cela. Et nous savons tous que l'éducation aujourd'hui est devenue un catalyseur d'espoir. C'est pour ça que je parle d'espoir. Il faut que nous essayions un tant soit peu de cultiver l'espoir au sein de ces couches défavorisées pour aller vers cette société pacifique, durable et résiliente à laquelle nous aspirons. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Yanclos. Votre intervention sonne comme une sensibilisation, un appel à l'action, à soutenir les enfants qui sont défavorisés, les enfants qui sont dans des conditions précaires. Et vous avez bien fait de pouvoir poser l'éducation comme un élément d'autonomisation de ces enfants, de ceux qui font partie des couches défavorisées. Et en même temps, vous avez souhaité que la culture soit intégrée dans le programme d'éducation, ce qui va dans le même sens que le nouveau cadre normatif de l'UNESCO sur l'éducation artistique et culturelle. Et enfin, vous avez proposé des pistes et vous avez souhaité qu'il y ait des réponses adaptées. Vous avez donné l'exemple de certificats d'école primaire qui se déroulent dans la rue et qui permet quand même à ceux qui sont dans la rue, tout en étant dans la rue, de pouvoir obtenir ce dont ils ont besoin pour avancer dans la vie. Chers participants, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à l'étape des questions. Vous avez suivi les 3 interventions qui recoupent aussi 3 organisations. Nous avons la fondation Kemet Boutros-Ghali sur la paix et la connaissance. Nous avons Francophonie sans frontières qui porte Horizon 2030 en s'appuyant sur l'expérience de la Grande Muraille Verte. Et nous avons les enfants défavorisés pour qui l'éducation est un outil d'autonomisation. Donc nous aurons environ 20 minutes pour récolter les questions et obtenir les réponses de la part de nos panélistes. J'aimerais bien que vous puissiez, en prenant la parole, tout en veillant à être bref, en allant droit au but, de pouvoir vous présenter. Donc vous déclinez votre identité, vous posez votre question. Voilà, nous avons y aller. J'espère que les collègues du protocole nous aideront à... Disons, je pense qu'il y a 2 micros, hein, il y a 2 trépieds. Donc, si votre voix porte, vous pouvez parler de là où vous êtes, sinon vous allez vous rapprocher des micros. Voilà, à partir de quel bord allons-nous commencer? Voilà, à ma gauche. Il y a un micro juste à côté. Et aussi, vous pouvez indiquer à qui votre question s'adresse. Merci beaucoup, monsieur le directeur, pour m'avoir accordé la parole. Je suis Honoré Bolinde, je suis auditeur en gouvernance et management public. Je viens de la République démocratique du Congo. Je félicite en tout cas tous les orateurs, toutes les oratrices et l'orateur de tout à l'heure pour leur brillant exposé. Et ma question s'adresse à Madame Bara, Madame Laïla, qui a parlé du droit à la culture et au développement. Bien sûr que le développement et effectivement les droits de l'homme, les droits culturels sont aussi droits au développement. Ma question c'est de savoir, est-ce que dans la promotion, la défense de droits culturels comme droits intangibles, droits interconnectés, interdépendants, d'autres droits de l'homme, les organisations internationales, notamment la francophonie, les fondations, ainsi de suite, n'ont-elles pas failli à créer la compréhension du respect des spécificités locales dans la promotion de ces droits culturels? Donc, ma question revient sur cette question de l'universalisme. Est-ce que les organisations internationales, les fondations comme la fondation que vous dirigez, n'ont-elles pas failli à nous faire comprendre à quelle limite les droits sont-ils universels, à quelle limite on doit respecter les spécificités locales? Vous voyez, je donne un exemple. Nous sommes ici,
Voyez comment la salle est disposée. Je suis désolé, mais permettez-moi, parce qu'on parle de la paix, on parle de monde résilient, de monde durable. Mes frères et mes sœurs égyptiens, d'un côté, et nous autres associés d'un autre côté. Comment on peut, en réalité, promouvoir un monde durable, le dialogue, à travers des spécificités, on ne tenait pas compte de spécificités ou on ne faisait pas barrière à des spécificités qui nous éloignent. Merci beaucoup. Oui, madame. C'est Magda Ibrahim, je suis professeure de littérature française à l'université d'Otanta. Okay? Bon, alors, moi je pense que tout s'enchaîne. La politique, l'économie, l'éducation, le droit, etc. Et parler d'enfants défavorisés, c'est, comment dire, c'est commencer par la fin. Alors, il faut commencer par installer la démocratie. La démocratie permettra la transparence et la bonne gestion économique. Et sur cette plateforme, on aura une bonne éducation assurée à tout le monde. Et il faut calculer les frais. Qui l'aura gratuitement, qui l'aura payante. Et à ce moment-là, je pense qu'il n'y aura pas d'enfants défavorisés. Et encore, quand il y aura une liberté d'expression, quand il y aura une liberté, on aura un meilleur enseignement des lettres, des sciences sociales, des sciences humaines, surtout parce que le problème ne se pose pas pour les maths ni pour les sciences. Ces disciplines-là sont neutres. Mais pour tout ce qui est humain, vraiment, la censure, l'absence de liberté d'expression, comment dire, sont des contraintes pour l'enseignement. Moi qui enseigne la littérature, moi j'estime que j'avance avec, pas simplement, parce que j'évite la censure politique, la censure religieuse, la censure imposée par l'étudiant lui-même qui n'accepte pas tout ce qui est réalité française ou point de vue français sur mon pays. Alors, tout s'enchaîne. Il n'y aura pas d'enfant défavorisé parce que l'enfant défavorisé, avant de lui donner, comment dire, un livre à étudier ou une tablette pour qu'il soit à la mode, il faut qu'il ait pris son petit déjeuner. Il faut qu'il ait bien dormi la nuit. À ce moment-là, il pourra étudier. Mais isoler les éléments de la vie, je ne pense pas que ça sera efficace. Et merci beaucoup de me faire réfléchir. Merci. Votre question est adressée à tout le monde, j'imagine, hein? À tous les membres du panel ou bien à une personne en particulier? À tout le monde ou à une personne en particulier? Moi, je parle en général. D'accord. On peut considérer comme un commentaire ou bien c'est vraiment une question pour vous? Vous souhaitez avoir des réactions de la part des panélistes ou bien c'est juste un commentaire pour nous aider à mieux réfléchir, à approfondir la réflexion? Vous voulez. Moi, je parle pour tout. Merci beaucoup. Bon, on verra si les panélistes souhaitent réagir, ils pourront le faire. Voilà. Une troisième question. Ah, ok, allez-y. Je me présente, Destiny Chouali. Je suis professeur en communication internationale et interculturelle à l'Université du Québec à Montréal et actuellement intervenant dans le département culture en tant qu'enseignant à l'Université Saint-Gord d'Alexandrie. Je remercie les organisateurs et je remercie bien évidemment l'Université d'Alexandrie pour cette invitation. Merci aussi aux panélistes pour vos brillants exposés, très inspirants et qui nous interpellent bien évidemment à plusieurs égards, à plusieurs titres. J'aimerais commencer en nous rappelant cette fameuse phrase de Nelson Mandela qui disait que l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Et vous savez, l'éducation et la culture, vous l'avez appris aussi à travers vos présentations, constituent aujourd'hui des piliers du développement durable parce que ça montre la voie vers qui nous sommes, mais aussi ce que nous voulons devenir et le monde que nous voulons laisser en héritage aux prochaines générations. Ma question voudrais peut-être vous ramener, et ça s'adresse à tous les intervenants, toutes les intervenantes, à la notion de dialogue interculturel. Aujourd'hui, vous savez qu'on quitte Montréal ou qu'on se retrouve à Alexandrie ou qu'on soit à Cotonou, dans ma ville d'origine, on est
des peuples du monde qui, certes, sont très distincts d'un point de vue de nos identités, mais en même temps, nous sommes tellement similaires sur plein de plans, notamment déjà la diversité qui est en soi une valeur universelle, mais aussi nous avons ce destin commun sur une planète commune. À ce que je sache, actuellement, personne n'habite encore sur notre planète, nous sommes encore tous ici, et nous avons donc cette interdépendance-là. Et quand on regarde les conflits aujourd'hui, les tensions qui se multiplient, que ce soit au sein de même territoire, interethniques, ou des fois de transfrontaliers, on a des exemples autour de nous, dans notre monde qui bouillonne aujourd'hui par des phénomènes liés à des replis identitaires, j'aimerais vous poser la question, chers panélistes, de savoir, est-ce que c'est l'échec de l'éducation qui fondamentalement doit être culturelle, parce qu'en lien avec nos environnements, nos valeurs qu'on transmet, etc. Est-ce donc l'échec de l'éducation, de nos systèmes éducatifs, ou au contraire, pensez-vous que c'est tout simplement l'échec du dialogue interculturel et que le dialogue interculturel serait devenu une utopie dans notre monde? Est-ce que c'est possible encore d'espérer de pouvoir dialoguer, de se comprendre, de se mettre à la place des autres et d'avoir un monde beaucoup plus pacifique et plus durable? Voilà ma question. Merci. Bon, pour les conflits qui ont à faire avec un malentendu culturel, je ne pense pas que tous les conflits ont des raisons culturelles. Parfois, il y a des raisons un peu plus réelles sur l'eau, disputes sur l'eau, sur le terrain. Il ne faut pas mélanger tout ça. Mais aussi, la compréhension aide à faire un dialogue pour faire un consensus sur ce qui divise les gens. Autre chose, je vais être très bref, la question qui a à faire avec l'universalité et la spécificité des cultures, je ne pense pas aussi que ça doit être chacun contre l'autre. L'éducation va améliorer une compréhension. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit être d'accord sur tous les sujets, mais on doit apprendre à discuter, à comprendre. Le monde moderne supposait faciliter ça avec toutes les outils de communication, mais tous ces outils sont une propre éducation. Ça ne sert à rien, ça augmente parfois les disputes. Pour les organisations, je ne sais pas quelle organisation vous voulez dire, mais toutes les organisations ne sont pas les mêmes. Chaque organisation a ses projets, ses identités. C'est tout. Je pense qu'il y a aussi la dernière question qui est adressée à tout le monde. Aujourd'hui, il y a la persistance de conflits. Est-ce l'échec de l'éducation ou bien on peut considérer que le dialogue interculturel n'a pas de chance? Non, le dialogue a de chance, mais l'éducation doit être au niveau de ce dialogue. Malheureusement, je peux parler de l'Égypte. L'éducation n'est pas égale partout. Dans les grandes universités, dans les écoles où on paye beaucoup d'argent, c'est un peu mieux. D'autres écoles sont vraiment défavorisées. C'est un peu plus difficile. Alors le développement, c'est interchangeable. Éducation et développement, ça va ensemble. Merci Madame l'ambassadrice. Madame Tsi. Oui, je vais rebondir sur ce que vient de dire Madame l'ambassadrice. Je suis complètement d'accord avec ça, que l'éducation, de nos jours, on peut dire qu'elle a failli, mais elle en faillit en quoi, en fait? On voit bien que les modèles éducatifs, comme toute chose, en fait, rien n'est figé, on est amené à faire des adaptations pour que ça puisse être utile avec les évolutions. Je parle dans mon cas, il y a 20 ans en arrière, on n'avait pas le numérique entre les mains. Il fallait quand même... donc, c'est de dire, en fait, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est de dire que maintenant, les choses... Il faut prendre en compte, bien sûr, dans l'éducation, pour l'améliorer, de faire en sorte que toutes les innovations qui vont aujourd'hui, qu'on puisse apporter une éducation de qualité, qu'on puisse aider à ce que ça aille un peu partout. C'est un peu cette fracture aussi aujourd'hui qu'on peut être amené un peu à dénoncer, à dire faisons attention pour que le dialogue, en tout cas, ne s'interrompe pas, parce qu'on va encore faire en sorte qu'il y ait une fracture qui va aller de plus en plus,
parce qu'on ne prend pas déjà le temps de rattraper le retard et d'aller apporter l'éducation de qualité. Et là, je reprends l'ODD numéro 4, d'aller aider, bien sûr, les populations qui sont reculées de ce modèle, d'aller leur apporter une éducation de qualité. Et je crois que là, ce n'est pas que l'affaire... On a parlé des fondations, des organisations. En fait, je dirais vraiment que c'est l'affaire de tous. Ça nous concerne tous, chacun à notre niveau. Tout ce qu'on peut apporter, bien entendu, on ne peut pas tout résoudre tout seul. C'est en faisant collectivement que nous allons arriver à apporter ce niveau d'éducation qui est nécessaire, d'une part pour préparer un avenir pour les jeunes générations, et en même temps pour maintenir le niveau de dialogue suffisant et que ce dialogue ne soit pas rompu parce que on va encore créer des écarts parce qu'on n'accompagne pas les améliorations, on n'accompagne pas, on ne modernise pas l'éducation là où on a besoin aussi de la moderniser. Ok, moi je suis personnellement touché par la question de madame, ou bien le commentaire. J'ai oublié le nom, pardonnez-moi. Ok. Alors, ça m'a fait rappeler, lors de nos formations en éducateur, les formations d'éducateurs, on nous dit souvent, quand vous rencontrez un enfant de la rue, la première question que vous devez lui poser, c'est « Est-ce qu'il a mangé ?» C'est la première question que vous devez lui poser avant de lui proposer d'aller vers un centre ou quoi que ce soit. C'est la première question. Donc, je pense, les questions sont liées, comme vous le dites, mais aujourd'hui, moi, je n'indexe pas forcément des responsabilités de dire que les politiques ont failli, la démocratie, mais je me dis, de nos positions personnelles, qu'est-ce que nous pouvons faire déjà? De proposer des pistes individuelles et également sur le plan collectif, qu'est-ce que nous pouvons faire pour agir dans ces situations? Parce que c'est remarquable qu'il y a des personnes ou des couches qui sont défavorisées, qui n'ont pas accès à l'éducation. Et de notre position, qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est juste un questionnement sans aller vers d'autres considérations politiques et tout ça. Donc, Et puis, là, par rapport au dialogue interculturel, est-ce qu'il a failli? Je ne pense pas qu'il a failli parce que de plus en plus, le monde est en perpétuelle mutation. Il y a beaucoup de changements au quotidien. Et je pense que cette éducation qui se transmet de génération en génération devrait davantage apprendre aux générations qui viennent les b.a.-ba pour dire ne pas créer des conflits ou bien des distances d'un peuple à un autre, essayer une certaine cohésion, parce que s'il n'y a pas ce vivre ensemble, on ira de plus en plus vers les conflits. Mais donc je pense que le dialogue n'a pas failli, mais davantage, on doit situer nos responsabilités et aller en enseignant aux jeunes générations à se mettre davantage le vivre ensemble et tout ce qui va avec. C'est ce que je voulais répondre par rapport à la question. Merci. Très bien, merci. Pouvons prendre une dernière série? Ma question va à l'endroit de Mme Baha Eldin Laïla. J'ai deux questions à son endroit. La première concerne la culture, plus précisément dans le cadre du mariage. L'universalisation des cultures occidentales, parlant spécifiquement de l'homosexualité, n'entrave-t-elle pas les spécificités africaines, notamment la polygamie? Je reprends la question. L'universalisation des cultures occidentales, notamment l'homosexualité, n'entrave-t-elle pas les spécificités africaines, notamment la polygamie? C'est la première question. La seconde, toujours à l'endroit de Mme Laïla, concerne... concerne le travail et l'éducation. C'est la suivante. La criminalisation de l'exercice des travaux champêtres par les enfants ne viole-t-elle pas le droit à l'éducation champêtre traditionnelle à l'Afrique noire? Je reprends. La criminalisation de l'exercice des travaux champêtres par les enfants ne viole-t-elle pas le droit à l'éducation champêtre traditionnelle à l'Afrique noire? Merci bien. Je vous en prie. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour. Je me nomme M. Ekameba Kissé-Pierre.
Je suis auditeur à l'Université Senghor, spécialité gouvernance et management public. En fait, je m'interroge et je vous renvoie la question. Donc, je me posais la question de savoir comment construire un monde pacifique, résilient et durable dans un écosystème mondial qui prône le capitalisme comme valeur d'échange. Nous savons tous que de nos jours, chacun ne vise que son intérêt. Avant de rendre un service, on se demande, mais je vais rendre ce service, qu'est-ce que je gagne? Donc, comment construire donc un monde pacifique dans cet écosystème-là? Merci. Question à tout le monde ou bien un Oui, intervenant? à tout le monde. OK. Vers un monde pacifique, résilient et durable. Je m'appelle Ikamba Ngwali Arcade, je suis auditeur en département management, spécialité management de projet et je suis gabonais. Je m'interroge, le thème c'est vers un monde pacifique, résilient et durable. Nous sommes en train de parler de paix, de sécurité, mais comment pouvons-nous commencer une telle conférence, un tel colloque, sans même une minute de silence pour ce qui se passe à côté, pour ne pas dire le pays? Ce qui se passe en Palestine, ou encore ce qui se passe en Afrique centrale, au Congo. Comment pouvons-nous commencer un tel colloque sans même une minute de silence? Je m'interroge. Est-ce que nous sommes venus dépenser de l'argent juste pour dire « Ok, les activités ont été traitées, voilà, nous avons terminé » ou sommes-nous venus nous asseoir ici véritablement pour essayer de trouver des engagements, des réponses à ce qui se passe dans le monde? Mon frère le disait tout à l'heure, on peut être là assis dans une salle, mais on est clairsemé ici, on voit les noirs, excusez-moi. Là-bas, on voit les clairs, là, on voit les jaunes. Est-ce qu'on est vraiment dans un monde pacifique, résilient et durable? Ma question est la suivante alors. Qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui, concrètement, pour aller vers un monde pacifique, résilient et durable? Je vous remercie. Merci. Donc, nous avons trois interventions. Donc, la première en deux questions adressées à Madame l'ambassadrice. Vous avez noté la question de l'homosexualité par rapport aux cultures africaines et puis le fait de pouvoir interdire ou proscrire les travaux champêtres par les enfants. Est-ce que cela ne dérange pas l'éducation champêtre traditionnelle en Afrique? Il n'y a pas de réponse catégorique qui font tout le monde heureux. Il n'y a pas. C'est un monde difficile et il faut vivre avec. Ça, c'est une chose. Pour aider, avoir un monde plus pacifique, résilient, dans les relations internationales, je pense que la seule façon qui se présente, c'est d'aider et de soutenir les organisations internationales comme les Nations Unies, où chaque pays a une voix. Je n'imagine pas autre façon pour le moment, au moins. Les États, on essaye maintenant parfois d'avoir une force, la seule force, ou avoir un monde multipolaire, mais c'est par soutenir les organisations internationales qu'on peut un peu améliorer les choses. Pour question de culture, spécificité de nouveau et universalité, de nouveau, il n'y aura jamais une bonne réponse. Ça reste un dialogue. Même les États occidentaux où des choses sont permises aujourd'hui ne l'étaient pas auparavant. Alors, il n'y a rien de stable tellement. Il y a toujours une discussion. Et c'est tout, malheureusement, c'est comme ça. On ne peut rien changer dans ce domaine. Sauf discuter, une bonne éducation, c'est tout ce qu'on peut faire, vraiment. La question du capitalisme. Moi, toujours. Non, je pense qu'on peut poursuivre et puis vous allez y revenir à la fin. Alors, moi, je vais bien prendre la question du capitalisme. Bien entendu qu'en fait, on ne va pas se le cacher. Quand les personnes, en tout cas les groupes investissent, c'est pour faire des bénéfices. On ne va pas se le cacher. Mais en même temps, ça ne nous empêche pas, en fait, on dit,
dans tout chemin, en tout cas, il reste souvent des endroits, des zones de liberté. Même dans un système où on pense que tout est figé, il y a des zones de liberté, et ces zones de liberté, c'est celles-ci vers lesquelles, en tout cas, des organisations s'engagent. Je ne veux pas parler que de la nôtre, de s'engager, de dire, en tout cas, chacun à son niveau, vous, monsieur, moi et tout le reste, de nous engager. C'est cet engagement qui va changer la donne. Parce que nous prenons de plus en plus conscience que tout seul face, par exemple, au capitalisme, on n'est rien. Mais c'est en se mettant ensemble, en pointant du doigt les problématiques où elles sont, mais pas seulement le constat, et de dire, alors maintenant qu'on a fait le constat, qu'est-ce que nous faisons ensemble en termes d'action? Et c'est là où, en fait, j'aurais presque envie de vous retourner la question, de dire en termes d'action, qu'est-ce que nous sommes prêts à faire tous ensemble dans les zones de liberté qui restent pour que le monde, en tout cas, aille vers du pacifique, de la résilience et de la durabilité. Ça, moi, je le dis clairement, c'est un engagement qui va être un engagement individuel, mais aussi un engagement collectif. Et ce n'est que, en tout cas, à mon sens, comme ça que nous allons aller vers ce souhait que nous avons. Et puis, bien entendu, il y a des choses qui sont déjà là. En fait, c'est pas que de l'anarchie. On parle des objectifs de développement durable. Moi, j'insiste encore à nouveau. C'est un cadre. C'est un appel à l'action. On a des points de se poser la question aujourd'hui dans ces 17 objectifs de développement durable dans lesquels je peux m'engager aujourd'hui pour qu'il y ait moins d'injustice, pour qu'on puisse parler d'éducation. On a parlé des enfants de la rue. Comment on peut leur apporter cette éducation de qualité? C'est chacun à notre niveau qui peut apporter d'un coup son temps, la disponibilité, son engagement, un peu d'argent, tout ce qu'on peut apporter pour aller vers un monde pacifique, résilient et durable. En fait, tout n'est pas qu'entre les mains des États, c'est aussi entre les mains de la société civile et de chacun d'entre nous, en prenant bien sûr appui dans la mesure du possible avec ces organisations qui sont là, qui aident aussi, qui accompagnent ces mouvements pour permettre que le monde aille vers du pacifique, de la résilience et de la durabilité. Merci. Par rapport à la question, que pouvons-nous faire pour aller vers un monde pacifique, résilient et durable? Moi, j'ai bien envie de rester dans la même logique que Mme Jeanne Hortense, en me demandant qu'est-ce que tu pourrais faire pour aller vers un monde pacifique, résilient et durable. Je pense que la responsabilité d'abord est individuelle. Je me refuse personnellement d'indexer, de dire c'est la faute à qui, c'est la faute à tel, mais je me dis, tant que chacun, à notre niveau personnel, nous pouvons mener des actions, tant que nous pouvons contribuer. Et pour moi, c'est le seul catalyseur, bon, bien c'est l'un des catalyseurs qui peut davantage aider, c'est un accès à l'éducation pour tout le monde. Parce que s'il y a des inégalités déjà au niveau de l'éducation, alors que l'éducation qui est pratiquement la base de tout développement, s'il y a déjà des inégalités au niveau de l'éducation, comment est-ce que les peuples pourraient davantage aller vers le développement? Et donc, je pourrais faire un appel à l'action individuelle d'abord pour nous demander qu'est-ce que nous pourrions faire, qu'est-ce que tu pourrais faire de ta position aujourd'hui pour aller vers un monde pacifique, résilient et durable. Et après, la somme de ces efforts individuels pourrait davantage contribuer à un engagement collectif. Et par rapport à la question du système capitaliste, aujourd'hui, c'est vrai, il y a les intérêts qui gouvernent les actions, qui gouvernent beaucoup de choses dans le monde, mais ça ne doit pas ça ne doit pas faire oublier un certain élan de solidarité. Parce que chacun de nous devons, tout naturellement, nous devons être portés vers l'autre, vers les personnes qui sont dans le besoin, à côté de nous, bien dans nos communautés. Donc cet élan altruiste, déjà, pour moi, est un symbole qui contribue un tant soit peu au monde résilient et durable vers lequel nous voulons aller. Donc c'est ce que je peux rajouter de façon succincte. Merci. Le troisième commentaire fait allusion au pragmatisme de nos discussions. Qu'est-ce qui en ressort? Qu'est-ce que nous pouvons faire au-delà des discussions ici? Donc, comme vous l'avez dit, il y a des actions
individuelles aussi à mener pour aller vers un monde pacifique, durable. Déjà, madame, s'il y a demandé un exercice intéressant, est-ce que vous pouvez poser la question à votre voisin, qu'est-ce que vous êtes en mesure de faire? Donc, est-ce que nous sommes en mesure de discuter entre nous, déjà de nous connaître? Parce que lorsqu'on ne se connaît pas, on laisse la place à des stéréotypes, peut-être qui ne permettent pas d'avancer. Donc la première action collective, c'est de faire connaissance au moins avec quelqu'un que vous ne connaissez pas et de pouvoir échanger et discuter et peut-être dessiner des voies, des projets. Mais évidemment, il y a aussi des actions collectives. Tout dépend des organisations auxquelles on appartient. Qu'est-ce qui peut être fait concrètement pour aller vers un monde résilient, un monde durable, un monde pacifique. C'est vraiment important. Et dans ce cadre, le dialogue interculturel joue un rôle important. Peut-être aussi que parmi les recommandations aux organisateurs, les notes et tout ce qui sera discuté ici pourrait être coulé sous forme de recommandations et voir dans quelle mesure ça pourrait être chaque institution, en fonction de ses moyens, de son rayon d'action, être en mesure de contribuer à sa mise en œuvre. Excellences, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre panel, qui est le premier de ce colloque vers un monde pacifique, durable et résilient. Je vous remercie de votre sympathique attention. Ça sera la pause et je vous invite de rester avec nous parce que juste après, à 14h, nous allons entamer le second panel, la seconde séance sur le thème de la santé et de la sécurité alimentaire qui sera modéré par le professeur Mohamed El Riwini. Merci et à très bientôt.